Donc, évaluation de l'entreprise par les flux de trésorerie disponibles, DCF. Donc, c'est une méthode qui est basée sur l'actualisation des flux futurs. Donc, pour que la méthode soit plus ou moins crédible, il faut que le taux d'actualisation qu'on doit retenir soit un taux qui a un sens, un taux qui représente la vraie valeur. Donc, le fait d'augmenter le taux d'un point, donc la valeur va baisser, et l'inverse est vrai. Pour avoir une juste valeur, donc le taux doit être scientifiquement calculé. À ce niveau, la méthode la plus diffondable, la plus généraliste, c'est le coût moyen pondéré du capital, le WACC. Donc le coût moyen pondéré du capital, on suppose que les gens ils exigent un rendement équivalent à la moyenne des ressources utilisées par l'entreprise. Le coût moyen des ressources utilisées par l'entreprise. Donc l'entreprise utilise de grandes familles de ressources, les ressources propres et les ressources empruntées. Le coût moyen pondéré du capital, donc il concerne le capital économique et pas social, comporte même celui emprunté que l'entreprise a utilisé, donc la partie sociale apportée par les associés, et une partie endettée. Donc, quand on dit le coût moyen pondéré du capital, ça veut dire qu'on va prendre le coût du capital social et le coût de la dette. Et on va calculer un moyen. Donc, pas un moyen arithmétique. Parce que le poids n'est pas le même. Donc, il se peut que le capital ne représente que 20% et le reste pour les dettes. Ou l'inverse. Donc, il est nécessaire de pondérer. Donc, il est nécessaire, voilà, donc de pondérer de la formule suivante. Donc, le coût moyen pondéré du capital, c'est le coût des dettes propres multiplié par le capital propre, donc divisé par l'ensemble des capitaux, les capitaux employés, les capitaux investis, les dettes financières, plus les capitaux propres, plus le coût de la dette, fois 1 moins le taux de l'IS, parce qu'il y a une économie fiscale pour la dette. Donc, fois la dette financière, divisé par la dette financière plus capital propre. Voilà, donc la dette va nous faire bénéficier d'une économie fiscale, donc des précautions au niveau du calcul de ça. Voilà donc les caractéristiques donc de cette méthode. Donc il y a une caractéristique fondamentale de cette approche, c'est que cette DCF, c'est une méthode fournie, se projette vers le futur. Si l'approche patrimoniale détermine la valeur de l'entreprise à partir de son passé du bilan, qui résume tout ce qui s'est passé. Pour le cas d'un investisseur, donc le passé ne l'intéresse pas. Mais ce qui l'intéresse, c'est le futur. C'est la performance future. Donc DCF, il est mieux adapté aux besoins des investisseurs. Du fait qu'il est tourné vers le futur, qui détermine la valeur à travers la performance espérée, attendue. Donc DCF, c'est quoi? Donc c'est prévoir les flux futurs du cash et les actualiser. Donc l'horizon de prévision, donc on ne doit pas dépasser 7 ans, pas plus, parce qu'au-delà de certaines limites, il ne sera plus crédible. C'est pour cela, donc, voilà, donc c'est la première étape, donc, qu'on fait, c'est qu'on distingue quel horizon pour lequel, donc, la prévision a un sens, et quel est l'horizon au-delà duquel une autre démarche va apparaître. Donc, on distingue entre l'horizon explicite et l'horizon implicite. Donc, entre 3 et 8 ans, et très souvent 5 ans. Donc, c'est une méthode qui doit être faite avec beaucoup de précautions et du respect des hypothèses. Donc, on a le tableau le tableau d'exploitation prévisionnelle qui va nous donner les différentes caches. Donc, élaborer le tableau d'exploitation prévisionnelle, il va nous donner toutes les reprises pour calculer le résultat d'exploitation pour n jusqu'à n plus 5, par exemple. Donc, en se basant sur le scénario soit optimiste ou bien pessimiste. Une fois qu'on a ça, on calcule donc les flux du cash.
On calcule donc les flux du cash. Donc pour les flux du cash, c'est le résultat d'exploitation nette de l'UIS. Après impôt net de l'IS. Auquel on ajoute les dotations aux amortissements. Et auquel on ajoute la variation du BFR, besoin en fonds de roulement. Parce que ça traduit de l'argent dans le stock, donc on ne peut pas tenir compte de ça. Moins les investissements. Donc le flux de trésorerie disponible, le résultat d'exploitation après impôt, plus dotation aux amortissements, plus l'investissement net, plus la variation du BFR. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut maintenant calculer le taux d'actualisation. K, le coût moyen pondéré du capital. Donc c'est un coût de capital pondéré par le poids de chaque catégorie de capital. Et après on calcule la moyenne. Donc c'est le coût. Donc pour le coût de la dette, donc on n'a pas une seule dette. Donc il y a des dettes qui coûtent rien, dettes fournisseurs, escompte des découvertes et de facilités de caisse. Donc nous n'avons pas un seul taux. Et puisque ces dettes ont du poids différent, donc on est obligé de pondérer au cours de l'année. Donc il y avait plusieurs dettes. Et chaque dette, chaque dette coûte quelque chose. On connaît donc le montant global. Donc c'est la charge d'intérêt, comporte le fixe, le variable, les charges donc d'intervention. Donc c'est que ce que l'entreprise a payé sur le total des dettes. Donc au milieu de l'année et il y a des dettes au milieu de l'année qui ont été remboursées avant le 31/12. Donc la solution, c'est le coût moyen, le montant de la dette au début de l'exercice, plus celui de fin de l'exercice, divisé par 2. C'est la charge d'intérêt sur le coût moyen de la dette. Charge d'intérêt sur le coût moyen de la dette. Alors que pour les coûts de fonds propres, donc il n'y a pas en comptabilité un compte qui s'appelle le coût des fonds propres. Parce que ce n'est pas une charge déductible fiscalement. C'est un coût économique et non pas comptable. Donc le fait de rémunérer l'investisseur moins que ce qu'il attend, donc il faut le rémunérer proportionnellement à son risque. Donc l'entreprise est obligée de tenir compte de leurs exigences. C'est pourquoi on l'appelle rentabilité exigée. On parle de la rentabilité de l'actif sans risque et celle du marché. Donc c'est la rentabilité exigée est égale à donc c'est l'actif sans risque plus la rentabilité de l'actif non risqué. Donc le minimum, voilà, donc c'est ça la référence. Et puisque le risque n'est pas compatible à celui du bon de trésor, donc quel est le plus qui doit être proportionnel au risque de l'investisseur? Donc on doit ajouter une prime. Voilà, donc on doit ajouter donc une prime. Donc, vu que les entreprises n'ont pas le même niveau du risque, donc chacun a son indice de volatilité. Donc, on multiplie par bêta, qui traduit la volatilité et le risque d'un titre. Donc, bêta, c'est l'indice de volatilité. C'est la covariance divisée par la variance, la rentabilité du marché et celle du titre. Et l'entreprise doit être cotée à la bourse des valeurs. Et s'il n'est pas coté, donc on n'aura pas le bêta. Donc on choisit un bêta moyen d'un échantillon d'entreprise. Donc c'est la comparable. Donc il faut justifier le choix de l'échantillon et pourquoi. Donc pour convaincre et persuader l'investisseur. Donc on a fait le choix sur l'horizon, élaborer les prévisions sur le résultat d'exploitation. On a calculé les flux du cash. On a calculé le taux d'actualisation à travers cette démarche. Maintenant, il nous reste à actualiser et justement, il nous reste à actualiser. Et justement, pour actualiser, on va calculer les cash flows dans l'horizon explicite. Voici, donc c'est la valorisation de notre presse par le manteau. Donc c'est sigma du flux.
multiplié fois 1 plus le combien pondéré du capital à la puissance moins n. Donc, il reste la valeur pour l'horizon implicite. Donc ici, on doit calculer d'abord la valeur terminale. La valeur terminale. Si de 6 ans à l'infini, on a deux cas de figure qu'on peut les déduire à travers le diagnostic global, optimiste ou pessimiste. Donc soit de 6 ans à l'infini est constant, soit je dirais ça va croître, donc les flux de cash vont augmenter de G. G, c'est la croissance. Vont augmenter de G. Les flux de cash de 6 ans, par exemple, si les flux de cash de 5 ans augmentaient de G. Et les flux de cash de 7 ans, si les flux de cash de 5 ans, les flux de cash voilà, de l'année 5, facteur de 1 plus J à la puissance de 2. Voilà, c'est ça comment on calcule la valeur terminale. Donc voilà, premier cas, c'est sigma d'une constante à l'infini. C'est la constante, sigma d'une constante à l'infini, c'est la constante sur taux d'actualisation. Donc c'est la valeur terminale plus le comoyen pondéré du capital. Donc après avoir actualisé le flux de trésorerie, il convient ensuite de déterminer la valeur terminale de l'entreprise à la fin de l'horizon. Cette valeur terminale peut être calculée soit par le modèle Fisher ou par la formule de Gordon et Shapiro. Nous retenons donc le deuxième modèle avec F1 c'est le flux normatif et G c'est le taux de croissance jusqu'à l'infini.